Donc Cédric Pourbet, je me suis présenté tout à l'heure, mais je ne sais pas si tout le monde était là. Moi, je dirige la société EFIDEV. EFIDEV, les agilitateurs, nous aidons les entreprises, les équipes à devenir agiles. Notre métier, c'est de faire de la formation, du coaching, de l'accompagnement pour rendre les gens agiles. Je vais faire un petit aparté pendant quelques secondes, parce qu'il y a pas mal de gens qui me connaissent et qui me disent « Mais c'est quoi cette moustache? Ça ressemble à rien ?» Oui, en effet, ça ressemble à rien. Et donc, je voulais en profiter pour faire une petite pub pendant quelques secondes, parce qu'en fait, c'est un mouvement qui s'appelle Movember, et qui est simplement pour... C'est un petit peu l'équivalent du petit ruban rose défi pour le cancer du sein. Donc là, c'est le cancer masculin, de la prostate notamment. Et voilà, donc arborer la moustache veut dire qu'on soutient ce mouvement-là. Voilà, ça permet de faire un petit laïus sur un mouvement qui est sympa. Alors, parlons créativité maintenant. Qu'est-ce que la créativité? Qu'est-ce qu'on appelle créativité et en quoi créativité et agilité, à part partager ce T à la fin, peuvent se compléter ou est-ce que c'est antinomique? Est-ce qu'on arrive à les réunir? Comment ça fonctionne? Alors on va s'intéresser déjà à savoir un petit peu ce qu'il y a derrière le mot créativité. Et j'aime beaucoup la définition de Ken Robinson, j'ai fait une erreur, désolé, sur la presse, donc c'est Ken Robinson, qui nous dit que la créativité est un processus qui consiste à avoir des idées originales qui ont de la valeur. Et puis une deuxième faute sur valeur, dis donc, heureusement que je l'ai relu. J'aime beaucoup cette idée. La créativité, c'est un processus. Déjà, ça c'est intéressant de savoir que c'est pas quelque chose d'immédiat, la créativité, c'est pas quelque chose, je me réveille, pouf, je suis créatif. C'est un processus, ça s'apprend, ça se développe, ça s'entretient. Et puis ça consiste à avoir des idées, oui, avoir des idées. Mais juste avoir une idée, ça suffit pas. Il faut avoir une idée qui a de la valeur. J'avais lu une autre citation qui m'a amusé beaucoup, c'était la différence entre la créativité et l'art. La créativité, c'est l'art d'avoir des idées et être prêt à les jeter. Et l'art, c'est de savoir laquelle il faut garder. Voilà. J'aime bien cette idée entre créativité et art. Finalement, oui, la créativité, c'est produire des idées qui ont de la valeur. Et l'art, c'est avoir celles qui ont le plus de valeur et qu'on va pouvoir garder. L'idée de créativité, si on se pose la question, c'est que finalement, on n'est peut-être pas assez créatif. Est-ce que vous avez l'impression d'être créatif? Oui, non? Moyen? Non, je vois pas mal de têtes qui se tournent. C'est la grande question, et moi je me demande pourquoi nous ne sommes pas ou pas assez créatifs. Et puis en fait, quand on regarde, on s'aperçoit que c'est pas d'hier, et qu'en fait, on nous bride la créativité depuis tout petit. D'ailleurs, regardez, ça fait peur. L'école, c'est en rouge, il faut faire attention, c'est pas bien. L'école est le premier lieu qui vient anéantir notre créativité. Finalement, un enfant, on le laisse faire, il a plein d'idées, et puis on le contraint. Et puis on lui dit, non, fais pas la musique, c'est pas un vrai métier. Si tu veux un vrai métier, il faut faire des maths, du français. Dans le monde entier, l'école est structurée autour des quelques matières. Il y a une hiérarchie des matières. Et les matières qui nous font réfléchir, qui sont de l'application de règles, sont les matières les plus fortes. Mathématiques, langue, littérature. Et puis tout doucement, on part vers les sciences sociales, les sciences humaines. Et on termine par les vraies activités créatives, l'art, le dessin, le sport, etc. Qui sont finalement presque dénigrés. Il y a une hiérarchie. En faudrait-il une? Est-ce que finalement être danseur, ça a moins de valeur que d'être ingénieur? Est-ce qu'on ne peut pas être ingénieur et danseur? Est-ce que les choses devraient être antinomiques? Dans l'école, les tables sont bien rangées, bien en ligne. Le système, un professeur qui parle, les élèves écoutent. Les systèmes, tout doucement, anéantissent notre créativité. Nous dit, non, arrête d'être créatif, ça ne sert à rien. Et puis c'est parce qu'on vous demande combien il y a d'exercices, combien il y a de devoirs où on vous demande d'être créatif. Très peu, finalement. On vous demande de réciter, on vous demande d'apprendre, on vous demande de redonner ce qu'on vous a appris. D'ailleurs, Robinson disait dans sa conférence, il a fait une conférence sur TED qui est passionnante sur comment l'école tue la créativité, et il dit l'école c'est une invention réelle, enfin l'université c'est une invention réelle du 19e siècle, avec l'avènement de l'industrie, de la phase d'industrialisation du monde. Et en fait, il dit mais l'université, l'école, et son prolongement de l'université, est uniquement faite pour former des professeurs. Et c'est vrai que quand on regarde la manière dont on nous demande de retransmettre à l'école, on nous demande de retransmettre comme
des professeurs. Moi, je me souviens, j'ai toujours été nul en histoire. J'adore l'histoire, je trouve ça une matière passionnante, mais j'ai jamais compris comment il fallait restituer le cours d'histoire. Soit je faisais une dissertation et puis on me dit, bah non, il faut mettre le cours, et puis quand je mettais le cours, on dit, bah non, tu mets que ton cours. L'entre-deux, j'ai jamais trouvé ce juste milieu, et finalement, c'est parce que je ne suis pas historien, je ne suis sûrement pas fait pour être historien, et on me demandait, les profs d'histoire, on fait des études d'histoire et ils nous demandent de retransmettre comme un historien devrait le retransmettre, même si on a 12 ans et qu'on est en 6e. Et donc tout doucement, tout ça, ça vient tuer notre créativité. J'aime beaucoup du coup cette phrase d'Albert Einstein qui dit que tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Et c'est vrai, le problème c'est que comme on n'a que très peu de filtres qui permettent de savoir comment on se jauge par rapport aux autres, si on base tout sur les maths, regardez la hiérarchie des bacs en France, hein, c'est maths, sciences de l'ingénieur, économie, puis après vous avez littérature. Déjà littérature c'est un peu trop créatif par rapport aux maths, et du coup c'est déjà un petit cran en dessous. Eh bien, à partir du moment où on juge tout le monde sur les maths, les gens qui ne sont pas bons en maths, ils vont penser qu'ils sont stupides. À partir du moment où on juge les gens à la capacité à parler une langue, si on ne la parle pas, on va penser qu'on est stupide. Et finalement, est-ce qu'on doit tous être pareils? Est-ce qu'on doit tous être dans le même moule? On voit encore aujourd'hui sur toutes les discussions autour de l'éducation nationale, avec toute la réorganisation qu'ils veulent. On a l'impression que les 60 millions, alors il n'y a pas 60 millions d'enfants à l'école, mais il y en a bien 15 ou 20, est-ce qu'ils doivent tous être formés de la même manière? Est-ce qu'ils ont tous le même cerveau qui fonctionne de la même manière? Alors on va s'intéresser, maintenant qu'on a vu que la créativité, elle est un petit peu freinée, on va s'intéresser à comment la redévelopper. Et pour la redévelopper, il y a une chercheuse qui s'appelle Tina Sealing, qui est directrice adjointe de l'école de Design Thinking de Stanford, qui a une très belle expression, une très belle manière de voir les choses. Elle appelle ça le moteur de la créativité, Creativity Engine, Innovation Engine. Et elle explique que finalement c'est un moteur. Cette idée de moteur, on voit bien qu'il y a une espèce de dynamique et qu'on va pouvoir mettre quelque chose en action, comme si quelque chose allait tourner et démarrer. Et une fois que c'est démarré, puisqu'on reprend la phrase de Rob Robinson, la créativité c'est un processus. J'aime beaucoup l'expression de Tina Sealing, moteur, parce que dans un moteur, il y a un processus. Les pistons qui fonctionnent les uns derrière les autres, donc on a bien quelque chose qui se met en place et qui se développe. Alors, étudions un petit peu ce moteur de la créativité. La première partie, c'est l'intérieur de ce moteur. Dans l'intérieur de ce moteur, il y a 3 mots: attitude, imagination, connaissance. La connaissance, c'est le carburant de l'innovation, de la créativité. Sans connaissance, sans avoir une culture dans le sens connaissance, on va avoir du mal à trouver des nouvelles idées. Les nouvelles idées, elles démarrent à partir d'un carburant. Et ce carburant, c'est de la connaissance, c'est du savoir. Il nous faut un minimum de savoir. Il faut être savant, entre guillemets. Prenez le mot savant ou sachant, pour pouvoir démarrer un processus de création. Et la connaissance est le moteur, elle est un carburant de l'innovation. Ensuite, l'imagination, c'est le catalyseur. Parce que si je n'ai que de la connaissance sans aucune imagination, je ne vais pas pouvoir développer. Et donc, on a besoin d'un carburant, une base sur laquelle je vais... Mais si vous avez que de l'essence et vous n'avez pas de moteur, il n'y a rien qui tourne. À partir de l'essence, ensuite, il faut un catalyseur. Quelque chose qui va pouvoir apporter de la dynamique à notre connaissance pour apporter des nouvelles idées. Et puis ensuite, l'attitude. L'attitude, c'est justement cette idée de démarche volontaire de vouloir être créatif, qui est l'étincelle. C'est dans un moteur, il faut une étincelle pour que tout se mette en place, une bougie. Eh bien oui, l'attitude, c'est la bougie. Et si je ne me mets pas dans une attitude, dans une démarche d'innovation et de créativité, elle ne va pas venir toute seule. Encore une fois, c'est un process, et donc dans un process, il y a des étapes à suivre. La connaissance, l'imagination. Il faut s'autoriser à être imaginatif, s'autoriser à avoir des idées. Parce que ça aussi, on est bridé, on ne s'autorise pas à dire les choses, à imaginer des choses. Et puis l'attitude, c'est-à-dire un volontarisme pour avancer. Alors, derrière ça, c'est intéressant parce que si on fait le parallèle avec l'agilité, on se rend compte qu'on parle d'équipe pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, ça veut dire que les gens sont experts dans une discipline. Il y a de la connaissance. C'est bien, on va pouvoir avoir déjà le carburant de l'agilité. Le software craftsman, j'aime beaucoup cette expression, l'artisan logiciel, l'artisan, le compagnon du développement.
Dans cette idée de craftsmanship, il y a vraiment l'idée de personnes qui sont des experts, qui savent. C'est pas juste un développeur, c'est pas un pisseur de code. Et je déteste cette image quand j'entends de dire non mais t'es développeur, mais t'inquiète pas, à 28 ans tu seras chef de projet. Ça veut rien dire. C'est comme si on disait t'es maçon, mais t'inquiète pas, à 28 ans tu seras électricien. Ça n'a rien à voir. Un chef de projet, il a un métier, un développeur, c'est un autre métier, et le développeur n'est pas un sous-métier. Au contraire, c'est un métier difficile, exigeant, qui va demander de l'imagination, qui va demander de la créativité. Un bon développeur est très créatif. Il doit être créatif. Alors, ce n'est pas les mêmes créatifs qu'un peintre, encore qu'un développeur peut être peintre, mais c'est une créativité parce qu'on va lui demander de transformer un besoin en quelque chose qui va apporter de la valeur à ses clients, à ses utilisateurs. Les experts métiers, côté product owner, côté métier, on a besoin de cette expertise, de gens qui savent, encore une fois, qui ont des connaissances. Donc on voit bien qu'on part avec quelque chose de nourri. Maintenant, il va falloir insuffler l'imagination, et puis il va falloir que les gens aient envie de devenir créatifs, mais vous allez voir qu'on va avoir d'autres outils qui vont nous aider. Mais déjà, on part avec une bonne base, on part avec des sachants, des savants, des gens qui ont la connaissance. La deuxième partie du moteur de l'innovation ou de la créativité de Tina Seelig, c'est l'extérieur, l'environnement, ce qui est autour de moi. Et derrière, elle met 3 mots, culture, habitat, ressources. Alors le premier, les ressources. Les ressources, finalement, ce sont toutes les choses auxquelles j'ai accès dans ma communauté. Euratechnologie, c'est une ressource. Un Agile Tour, c'est une ressource, etc. Les ressources, c'est tout l'environnement, tout ce que je vais pouvoir aller chercher, tous les bouquins. Nous, on a une belle bibliothèque chez Effidev, on dévore les bouquins, il y a le partage de connaissances, Internet, etc. Tout ça, ce sont des ressources, des choses qui vont pouvoir alimenter notre connaissance. De l'extérieur, je fais rentrer vers l'intérieur de la connaissance grâce à ces ressources. La deuxième chose, c'est l'habitat, l'environnement. Dans quel environnement je me situe? Est-ce que mon environnement m'aide à être créatif? Est-ce que mon bureau est un facilitateur de créativité? Est-ce que les salles de réunion sont créatives? Si on est dans des petits blocs tout noirs, sans lumière, si tout est terne et gris, si j'ai une entreprise pour laquelle on a bossé il y a quelque temps, sur laquelle on n'a rien le droit de mettre qui dépasse 1,20 m. Pas un pot de fleurs, pas une affiche, pas un manteau, rien. Il faut que ce soit nickel. Super. Et les gens font la tête parce que c'est triste, c'est terne, mais c'est design. Bon, je ne sais pas ce qui est plus efficace, si c'est d'avoir des bureaux de design ou si c'est d'avoir des gens qui s'éclatent et puis de l'innovation au quotidien dans tout ce qu'on fait. Je ne sais pas si chez Apple ou chez Google, tous les bureaux sont bien nickel, bien carrés. Il n'y en a pas un qui dépasse. Je pense que c'est plutôt l'effervescence, parce que quand on voit la capacité de ces entreprises à développer l'innovation, à développer de l'imagination, de la créativité, on se dit qu'on n'imagine certainement pas des bureaux bien nickel, bien rangés, pas un truc qui dépasse. On imagine au contraire, la créativité, c'est le foisonnement. Donc l'habitat, ça va être un élément important de l'extérieur qui va nourrir ma créativité personnelle. Et puis la dernière, c'est la culture. La culture, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs que je partage avec les gens qui sont autour de moi. D'ailleurs, moi, j'aime bien parler de culture agile. J'aime pas parler de méthode agile. Être agile, c'est pas une méthode. Il n'y a pas de méthode pour devenir agile. Est-ce qu'il y a une méthode pour faire du vélo? Non, j'apprends, et puis une fois que je fais du vélo, je suis agile. J'ai gagné en agilité, je sais faire du vélo, je sais faire du ski. Je me suis mis à la slackline il n'y a pas très longtemps. Vous savez, c'est une ligne en nylon qu'on tend entre 2 arbres, et puis on essaie de marcher dessus. Bon, c'est galère, hein, pendant 10 minutes, vous avez le pied sur la ligne, et puis le pied fait ça. Et il faut à peu près 10 minutes pour que le pied se calme, et seulement après, vous pouvez commencer à monter dessus. J'arrive à faire 2 pas, mais il y a des gens qui font des sauts sur ces machins-là. Ça s'appelle de l'agilité. C'est la même agilité que celle dont on parle aujourd'hui, l'Agile Tour. Simplement, nous, on parle de l'agilité dans nos projets, mais c'est un A minuscule, hein, c'est pas un A majuscule, agilité. C'est pas les noms d'une méthode magique. C'est une culture. Donc c'est bien, ça reprend ce que Tina Seelig nous raconte. Donc la culture, c'est l'ensemble de valeurs, de croyances, de comportements d'une communauté. Nous sommes une communauté de gens qui veulent développer l'agilité dans nos projets, dans nos entreprises. L'entreprise est une communauté. Mon quartier, mon village est une communauté. Eh bien, la France est une communauté. Eh bien, tout ça, c'est un ensemble de valeurs que l'on va utiliser, qui vont être source qui vont alimenter ma créativité. Alors, j'aime beaucoup cette idée d'environnement, parce que finalement, l'environnement, ça va être pour moi un point noir de la créativité. Ça va être un élément qui m'empêche, ou qui est peut-être un des freins les plus importants à la créativité.
Je sais pas, enfin, j'ai jamais bossé dans un environnement comme ça, mais pas très loin. Disons qu'il y avait un petit peu moins de cubes et qu'on n'était que 4 par 4. Je suis resté 8 mois dans la société. Je n'en pouvais plus, c'était pas moi, ça correspondait pas. On n'avait pas le droit de parler au département d'à côté parce qu'il fallait passer par le management pour y retourner. Mais je trouve que l'environnement transparaît. Alors, c'était pas ce bureau-là, hein, c'était un petit peu plus dynamique, mais enfin quand même. Pourtant, c'était sur la Silicon Valley, c'était à San Francisco, où on dit ouais, ils sont géniaux et tout. Pas toujours. Ici, alors oui, il y a 3 post-it, hein, mais post-it n'est pas égal à agilité, évidemment. On commence à le savoir. On sent bien que derrière ça, on va freiner, on va contraindre les gens à rentrer dans un moule. Eh bien, si je suis dans un moule, je vais avoir du mal à devenir créatif, puisque c'est un processus. L'environnement n'est pas favorable à ce processus. Être créatif dans ce genre d'environnement, ça va être très, 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 très difficile. Donc on voit bien à quel point l'environnement va être nécessaire. À l'inverse, regardez les outils justement de l'agilité avec des couleurs, avec des choses qui bougent. Un Kanban, c'est un outil collectif. J'ai du mal avec les Kanban logiciels parce que finalement, on ne partage plus. Or, on a besoin d'un environnement, d'une culture, de travailler avec les autres. C'est ça aussi le moteur de l'innovation, le moteur de la créativité. Et donc, nos outils vont nous permettre de développer nos outils, donc l'environnement, nous permet de développer cette créativité. Bon, pour la petite blague, vous l'avez déjà sûrement vue, celle-là. Je ne sais pas si c'est très créatif, en tout cas, ça nous fait rire. Et puis ça permet derrière de continuer d'imaginer. Franchement, on préfère bosser là-dedans, dans ce foutoir de post-it, que dans les petits cubes bien serrés de l'image de tout à l'heure. On voit tout de suite, quand on est dans un environnement qui favorise la collaboration, essayer de réunir 10 personnes autour d'un thème, quand on est dans les cubes de tout à l'heure, avec ces salles blanches, impersonnelles, alors que finalement c'est très facile de mettre en place. Nous, on aime beaucoup l'affiche. Hein. Au-delà du post-it, le post-it, c'est bien et ça colle. Et en fait, l'affiche, c'est pratique parce que c'est mouvant et on peut facilement... on prend les notes sur des petites fiches et puis on vient trier les fiches sur une table tous ensemble. On vient très très vite, on peut obtenir énormément d'informations parce que tout le monde se met à travailler ensemble. On est vraiment dans la collaboration. Et de la collaboration émerge la créativité. Une autre photo d'un autre Kanban. Là aussi, encore une fois, une équipe autour d'un tableau, donc c'est un environnement qui est favorable au travail en équipe, et du coup le travail en équipe, c'est partage. Le partage, c'est le développement d'une culture. Dans le cycle en V, dans le système en cascade, il n'y a pas de culture d'équipe, parce que c'est chacun son tour. L'objectif, c'est justement de développer cette culture d'une équipe qui va travailler ensemble, parce que cette culture va être un terreau favorable au développement de la créativité. Oups, c'est pas celle-là que je voulais, c'était celle-là, voilà. Alors, pour faire l'inverse de ce que dans la salle de tout à l'heure, ça c'est une photo prise à la D-School de Stanford. Donc la D-School, c'est une branche de la fac de Stanford qui est un peu autonome. La D-School, c'est Design School, c'est l'école de Design Thinking, et c'est la seule branche de Stanford qui ne prépare à aucun diplôme. On ne ressort pas avec un diplôme de la D-School. L'idée, c'est qu'il n'y a aucun prérequis pour y rentrer, il faut être simplement étudiant de Stanford. Et donc, on va se retrouver autour de projets, des ingénieurs, avec des sociologues, avec des historiens, avec des gens multi-bagages, des gens avec multiples connaissances, pluridisciplinaires, qui vont se retrouver sur un projet. Et tout le bâtiment est fait pour être modulable en fonction de ce qu'on fait. Et sur un cours de 3-4 heures, le cours d'après, tous les bâtiments ont changé parce que vous voyez, tous les murs sont déplaçables, on peut écrire sur tous les murs, on peut déplacer les choses partout. Il y a une salle avec du matériel, il y a des fers à souder, il y a tout ce qu'on veut, il y a toutes les colles possibles, tous les post-it possibles pour être créatif. Et ils ont inventé, il y a des dizaines de projets qui ont émergé aujourd'hui de la D-School, parce que c'est vraiment un environnement qui favorise cette créativité. Et pour avoir rencontré quelques étudiants de la D-School, c'est assez passionnant parce qu'il y a pas mal de gens qui nous disaient « mais j'étais pas préparé à être créatif, je pensais pas être créatif ». Et finalement, quand on les met dans une bonne dynamique, quand on apporte un environnement qui est porteur, eh bien la créativité vient se développer. Autre point qui pourrait être un point de friction justement sur cette créativité, c'est l'encadrement, le management. Mon encadrement est-il un facilitateur
de la créativité? Est-ce que finalement on me laisse être créatif? Je disais tout à l'heure, ce directeur qui empêche que quoi que ce soit dépasse 1,10 m au-dessus des bureaux pour pas que ce soit moche, finalement c'est déjà un frein. Et puis il y a un autre frein qui pour moi est très très fort, c'est la peur de l'échec. Finalement, si on n'autorise pas l'échec, on ne peut pas autoriser être créatif. Parce qu'être créatif, c'est essayer. Thomas Edison, c'est l'inventeur de l'ampoule. Et Thomas Edison, il disait, j'ai pressenti, j'avais l'idée que, j'avais vu que quand on me faisait passer du courant dans un tout petit fil électrique, celui-ci s'allumait très vite et puis brûlait et puis disparaissait. Je me suis dit, si j'arrive à retirer l'oxygène, mettre un gaz inerte, parce que finalement l'oxygène est un carburant, donc si je retire l'oxygène, peut-être que je vais réussir à garder ce filament qui s'éclaire et je vais inventer l'ampoule électrique. Maintenant, il va falloir trouver le filament qui va bien avec le gaz qui va bien. Et il a dit, j'ai fait 10 000 essais avant de trouver le couple filament-gaz. Alors, j'ai pas échoué 10 000 fois. Non, j'ai juste trouvé 10 000 combinaisons qui ne marchaient pas. Mais déjà, l'état d'esprit de se dire, je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 choses qui ne marchent pas. Et du coup, à chaque fois, je pouvais rayer, je pouvais continuer à avancer. L'échec est un apprentissage s'il est vu comme tel. C'est un échec s'il est jugé comme tel. Et donc, à vous de juger vos échecs, non comme des échecs, mais comme des apprentissages. L'intérêt du processus d'amélioration continue, l'intérêt de travailler par la valeur, de commencer par ce qui a le plus de valeur, parce qu'en Californie, on dit « fail early and fail fast ». Échouer rapidement, échouer vite, enfin, le plus tôt possible. Parce que si vous échouez, vous êtes capable de vous retourner. Ils appellent ça le pivot, de changer de direction, parce que vous avez échoué suffisamment tôt dans votre projet. Si vous échouez à la fin du projet, ça s'appelle Louvois. Vous avez entendu parler de ce truc? 250 millions avec vos impôts? Poubelle. C'est le logiciel de paye de l'armée française. Donc ils ont développé ça pendant plusieurs années, ça nous a coûté 250 millions et ça ne marche pas. Poubelle, il recommence. 250 millions, ça fait quand même 4 € par Français, mis à la poubelle pour rien, on ne sait pas, Français en comptant les bébés, tout le monde. Hein. Voilà, parce qu'on n'a pas su aller jusqu'au bout d'un projet, on n'a pas su mettre en place, être créatif, mettre en place un projet qui tenait la route, et notamment échouer rapidement. On a échoué à la fin du projet quand on ne sait plus le faire. Alors, la créativité, finalement, elle est développée quand les succès, comme les échecs, sont récompensés. Si l'échec est blâmé, je ne vais plus oser faire d'échecs. Je ne vais plus oser échouer. Or, pour être créatif, il faut essayer. C'est un processus essai-erreur permanent. C'est toute la logique de la démarche scientifique. Un scientifique, il fait une hypothèse, il la teste, il regarde ce que ça donne, et puis il apprend. Et c'est la logique du PDCA de Deming. Plan, do, check, act. Je planifie ce que je veux faire, je le fais, je regarde ce que j'ai fait. Et s'il y a des choses qui ne correspondent pas, je corrige. Mais comme je travaille en plusieurs itérations, je vais pouvoir le faire. Si je fais ça en une seule itération, c'est plus possible. Par contre, l'inaction, elle doit être sanctionnée et punie. Parce que l'inaction, ça ne pourra jamais être un moteur de créativité, d'innovation, puisqu'on a bien dit que c'était un processus et l'innovation, l'inaction, c'est l'anti-processus, c'est l'anti-démarche. Et donc il faut absolument valoriser tout autant l'échec que la réussite, parce que dans chaque échec, l'idée du post-it qu'on utilise tant, c'est un échec au départ, c'est une erreur, c'est une colle qui ne marchait pas. Et puis de cette colle qui ne marchait pas, ils en ont fait leur produit phare chez 3M. C'est ça l'idée, c'est que finalement, d'un échec, on peut en faire. C'est peut-être un échec pour le projet que j'ai maintenant, mais ça va devenir le tremplin d'un projet suivant. Et ça alimente ma créativité. Alors ça, c'est très important. Si vous n'êtes pas préparé à vous tromper, vous ne pourrez jamais rien créer d'original. Il faut savoir, il faut accepter l'erreur. Et il faut entrer dans une démarche dans laquelle je vais accepter de me tromper. Alors ça, c'est très important. Si on revient, j'étais en train de parler du management. Si mon management, si mon encadrement ne me permet pas de me tromper, si je suis sanctionné dès que je fais une petite bêtise, une bêtise, c'est même pas une bêtise, c'est une erreur, si un chemin qu'on n'a pas pris qui n'est pas le bon, si je suis sanctionné, je ne prendrai plus aucun risque. Et c'est toute la problématique qu'on entend aujourd'hui sur l'innovation, c'est qu'à force de taper sur les entrepreneurs, il n'y a plus personne qui a envie de risquer quoi que ce soit. Et puis, on est dans l'anti-risque en France. On a même dit dans notre constitution, j'ai perdu la phrase, quelqu'un peut me souvenir, merci, principe de précaution, pour se dire, il ne faut surtout pas risquer.
est-ce qu'il ne faut pas risquer? Est-ce que ça ne mérite pas quelquefois le risque? Alors c'est vrai qu'il faut faire attention à notre environnement, faire attention à la nature. Mais est-ce que notre principe de précaution n'est pas un peu trop fort? Est-ce que c'est pas finalement ancré dans les mentalités qu'il ne faut plus rien risquer? Ben, si on risque plus rien, on ne peut pas échouer en effet, mais on n'avancera pas. Il n'y a pas de créativité sans risque. Alors ensuite, il y a d'autres catalyseurs de la créativité. Il y en a notamment un qui m'interpelle beaucoup en ce moment, un bouquin que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, c'est jugade. Est-ce que parmi vous, il y en a qui savent ce que ça veut dire jugade? Est-ce que c'est un mot que vous avez déjà entendu? Alors je vais vous en parler. L'idée, c'est que finalement, la créativité aime la contrainte. C'est que la créativité, elle est favorisée par la contrainte. Parce que si justement je suis contraint, si je n'ai pas libre accès à tout, je vais devoir trouver des solutions parallèles, d'autres voies pour obtenir le résultat que je cherche, pour aller dans la direction dans laquelle je veux aller. Et donc l'idée, c'est de dire, si je donne moins de ressources, mais plus de liberté pour pouvoir essayer, parce que accepter l'échec, c'est donner plus de liberté. Je développe la créativité. Alors qu'est-ce que c'est jugade? Jugade, c'est l'innovation frugale. C'est un mot indien qui veut dire innovation frugale. Et c'est un mode de pensée aujourd'hui indien de se dire que c'est le système de débrouille. On peut être ingénieux de manière débrouillarde. Mais attention, on peut faire des grandes choses avec le principe jugade. Est-ce que vous avez entendu parler du satellite indien qui est en train de tourner autour de Mars? Ça vous dit quelque chose? Le satellite est arrivé sur Mars il y a quelques semaines. Le projet a coûté, alors je n'ai pas le chiffre exact, parce qu'à chaque fois que je regarde, je trouve un chiffre différent, j'ai trouvé entre 50 et 75 millions. C'est-à-dire moins cher que le film qui se passe dans l'espace. Alors, disons, je n'ai pas de mémoire ce matin. Ouais. Et puis je ne l'ai pas noté, bravo Cédric. Hop. Ah si, voilà. Moins cher que le film Gravity. Le film Gravity a coûté plus cher que ce satellite qui est en train de tourner autour de Mars. L'idée, comment ils ont fait? Ils se sont dit, bah oui, mais nous, on n'a pas de lanceur assez puissant pour aller jusqu'à Mars. Ben, c'est pas grave, on va se servir de l'attraction terrestre. Et leur satellite, il a fait plusieurs fois le tour, et à chaque tour, il accélérait jusqu'à ce que, comme une fronde, il soit catapulté pour aller vers Mars. Et aujourd'hui, le satellite est arrivé autour de Mars. Le projet, s'il avait été européen ou américain, aurait coûté 10 fois plus cher. C'est ça l'innovation frugale. C'est-à-dire que, par ce manque de ressources, ce manque d'argent, finalement, ils ont réussi à en faire un avantage. Là où on entend tout le temps « Ah bah oui, mais j'ai pas assez de moyens. Ah bah oui, mais manque de capitalisation, manque de ressources. » Justement, l'idée du jugade dit « Bah justement, profite de ce manque de ressources pour alimenter ta créativité, pour aller chercher des voies parallèles, pour aller chercher d'autres solutions. » Et ça marche. Et là, il y a un Indien qui a développé il s'est dit « Mais mince, les routes sont vraiment pourries en Inde. » Et il a dit « Comment je peux faire pour améliorer la suspension de mon vélo ?» parce que c'est plein de dodanes, etc. Mais en même temps, me servir de ça pour alimenter un petit générateur qui va me permettre de charger ma batterie. Et en fait, il a inventé une suspension qui fait qu'il peut rouler 2 fois plus vite sur la route, il ne sent plus les bosses. Chaque trou et chaque bosse, il y a un espèce de vérin qui fait tourner un petit truc qui alimente sa pile. Aujourd'hui, son projet a été repris par le MIT pour essayer de voir comment on peut le développer à plus grande échelle. Le gars, c'est un petit système de débrouille, et à partir de ça, à partir d'une problématique, à partir de ses propres ressources, il en a fait une innovation. Donc voilà, tout un ensemble de facteurs qui vont m'aider à développer mes projets. On a vu qu'il y avait des freins qui m'empêchaient d'avancer dans les projets. On a vu que le management, s'il ne me laissait pas être une place de liberté, d'ailleurs, il y a une autre conférence qui s'appelle « C'est la fin du middle management », je pense qu'on va entendre le même style de discours. Il y a encore d'autres freins dans mon projet, dans la manière de piloter les projets qui m'empêchent d'être créatif. Le premier, c'est le cahier des charges. À partir du moment où quelqu'un a préécrit tout ce qu'on doit faire, où est la liberté? À partir du moment où, contractuellement, on a signé entre prestataire et son client un cahier des charges, un machin de 500 pages que personne n'a jamais lu, qui a coûté très cher à écrire, et qui va être obsolète au bout de quelques mois, au bout de quelques semaines. Donc non seulement c'est du gaspillage, comme on apprend dans le lean management, mais en plus ça m'empêche d'être créatif. C'est doublement du gaspillage, parce que je ne peux plus rien changer. Même si je découvre des choses que j'ai envie d'aller plus loin, je ne peux pas. Si, il faut faire un avenant, ça commence à coûter cher, etc. Donc
Le fonctionnement même d'un projet traditionnel est un frein à la créativité, m'empêche de développer cette créativité. Mais également, moi, je pense que tous les ERP, tous les logiciels de gestion de projet m'empêchent d'être créatif. Parce qu'il faut rentrer dans les cases. Et vous savez ce que dit Gigi à propos des cases, hein. Ça dépend, ça dépasse. Bah oui, quand il y a la case oui ou non, mais moi j'ai envie de mettre ça dépend. Et elle a raison, ça dépend, ça dépasse. Oui, c'est oui ou non, et ça dépend, ça dépasse. Et c'est ça le problème, c'est que très souvent, là on me dit « Ah oui, mais non, mais c'est bien ton Kanban, mais ouais, nous on voudrait le faire de manière logicielle. » Bah oui, sauf que de manière logicielle, le jour où vous allez avoir un petit cas particulier, vous ne savez plus le faire, vous ne savez plus le gérer. Et puis du coup, on se met à adapter notre process, non pas à ce dont on a besoin, mais au logiciel qui nous pilote. Et du coup, c'est plus moi qui pilote le projet, c'est le logiciel. À quoi servent les hommes à ce moment-là? Laissons les logiciels faire. Mais je ne suis pas sûr que le logiciel puisse être très créatif. Donc, sortons de ces carcans, de ces outils qui m'empêchent d'être créatif. C'est tout l'intérêt du Kanban, tout l'intérêt du travail en équipe, tout l'intérêt de ces outils collaboratifs qui viennent développer la créativité, qui viennent retirer un petit peu tous ces freins. Alors voilà, maintenant qu'on a vu un petit peu ça, essayons de voir comment le cadre agile pourrait favoriser la créativité. Alors il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est quelque chose que j'ai découvert, c'est quelque chose que je n'avais pas perçu comme ça. Et par les lectures, notamment de Tina Sealing, j'ai découvert quelque chose de très intéressant. Plus vous travaillez sur une idée, plus vous y êtes attaché. Et ça, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant parce que ça vient renforcer l'idée qu'un projet en cascade, j'en viens à ne plus voir que le projet ne tient pas la route, que le projet ne va pas dans la bonne direction. Parce que je travaille longtemps sur le projet. Le gars qui a écrit le cahier des charges, qui a passé 2-3 mois à écrire un cahier des charges, comment voulez-vous que quand il découvre quelque chose, quand il démarre le projet, il accepte de jeter tout ce qu'il vient de faire? Et donc Tina Sealing nous dit, il faut échanger le plus vite possible. Dès que vous avez une idée, partagez-la. Essayez de la confronter aux idées des autres. Parce que si quelqu'un vient donner une idée complémentaire, une idée parallèle à la vôtre, vous serez prêt à l'abandonner. Si vous avez travaillé pendant 2-3 mois sur votre idée tout seul dans votre coin, mais vous allez la défendre bec et ongle, vous allez être incapable de la laisser partir. De se dire, bah oui, finalement, tu avais raison, c'est pas forcément une bonne idée. Et donc, le processus itératif, court des itérations de 2-3 semaines, permettent à une équipe, ou même d'une semaine, permettent à une équipe de ne pas se renforcer sur son idée, permettent à un product owner d'être pas figé dans son idée, et va respecter ce que moi j'appelle le cône d'incertitude. Hop. Hop. Voilà, le cône d'incertitude, c'est l'idée que tout n'a pas la même valeur, que plus c'est loin, plus c'est incertain. Une vision, c'est loin la vision d'un projet, c'est quelque chose d'éloigné de moi. Essayez de placer un rendez-vous dans votre agenda pour le 25 avril 2035. Les chances que ce rendez-vous n'ait pas lieu sont monumentales. Par contre, vous pouvez mettre un rendez-vous la semaine prochaine, peut-être dans un mois. Déjà dans un an, ça devient long. Essayez de planifier vos vacances pour 2021. C'est trop loin. Donc on voit que plus les choses sont loin, plus c'est incertain. Et donc il faut respecter ça. Une spécification, je peux l'écrire quelques semaines, quelques jours avant la mise en exploitation par l'équipe. Les tâches, c'est des choses qu'on écrit juste en amont du sprint, juste en amont de l'itération, qu'on écrit à la dernière minute, qu'on n'attend pas, on ne commence pas à écrire toutes les tâches de tout le projet 6 mois à l'avance. Et c'est la problématique du cahier des charges. La problématique du cahier des charges, c'est qu'on veut tout écrire en termes de spécification quand on a dans un langage qui nécessite peu d'incertitude. C'est ça la problématique. La spécification, c'est quelque chose qui n'autorise pas l'incertitude. Et on nous demande d'écrire 1 an de projet, sur des projets assez longs, avec un langage qui nécessite peu d'incertitude. Or, dans l'état d'esprit dans lequel je suis au niveau du projet, là-haut, avec une grande incertitude. Ce qui fait que j'écris beaucoup de choses qui ne servent à rien, et puis j'écris pas des choses qui pourraient servir auxquelles j'ai pas pensé. Donc on voit que tout ça ne va pas favoriser la créativité, ne va pas être un élément qui va me permettre d'être efficace, et puis surtout, ça renforce cette idée que plus je travaille sur une idée, plus je vais y être attaché. Parce que j'ai tellement réfléchi, tellement maturé mon sujet que j'en deviens viscéralement attaché. Et je suis incapable de voir qu'il n'est plus en phase avec ce dont j'ai besoin, là où je veux aller. Par contre, les outils
du quotidien, les outils d'un cadre agile, la mêlée quotidienne. La mêlée quotidienne, c'est une confrontation tous les jours de l'équipe. La mêlée quotidienne, c'est une petite réunion d'1 quart d'heure, tous les matins, de toute l'équipe. Et c'est un mini Kanban, c'est pas un mini Kanban, un mini PDCA. Tous les jours, je viens dire, hier j'ai fait, c'est le check. Aujourd'hui, je vais faire, c'est le planning, c'est le plan. La journée, ce sera le do. Et puis, voilà les difficultés que je rencontre, c'est le acte, agir, l'action. Et donc, on a un mini PDCA de la journée. Et donc, je confronte ce que je suis en train de faire avec le reste de l'équipe. Et si je me fourvoie, l'équipe peut me dire, mais non, attends, ta classe, là, elle ne tient pas la route. Ah oui, ah bah non, t'as raison. Et je suis capable de l'abandonner. Si j'ai travaillé 3 semaines sur ma classe, sur mon truc, comment voulez-vous que j'accepte de jeter à la poubelle tout le travail que je viens de faire? Et donc là, encore une fois, ça vient freiner la créativité, alors que nourrir ça du regard des autres, ça va me permettre d'alimenter ma créativité. Le pair programming, travailler à 2. Quand j'entends des DSI qui disent « mais c'est hors de question, jamais de pair programming chez moi », vous vous rendez compte, le temps perdu, 2 développeurs, un seul clavier, comme si c'était les mains du développeur qu'on venait chercher. Mais non, c'est leur tête. Et il y a beaucoup plus d'intelligence dans 2 cerveaux. C'est une multiplication, enfin 2 fois 2, ça fait 4. 1 fois 1, ça fait 2, mais c'est pas grave. Pour moi, ça fait plutôt 2,5 ou 3 dans la réalité. Même s'il y a un seul clavier et une seule souris, 2 développeurs sont beaucoup plus efficaces qu'un seul développeur tout seul dans son coin. Et puis derrière, la notion de backlog. Ce backlog, c'est le reste à faire du projet. C'est quelque chose qui respecte la granularité du cône d'incertitude. Si c'est loin, c'est flou. C'est une tâche qu'on a mis quelque part, on y travaillera quand on y sera prêt. Par contre, si c'est prêt pour demain, c'est très détaillé, c'est très fourni. L'idée de backlog, c'est le remplaçant du cahier des charges qui va respecter cette logique de je suis prêt à le travailler, j'ai les éléments, et puis c'est flou, c'est loin. Et donc, je vais encore pouvoir alimenter par la créativité, parce que si j'ai 6 mois pour réfléchir sur cette idée, je vais pouvoir la maturer encore plus. Et puis, on arrive sur la notion de scénario. Le scénario, c'est ce petit document-là. En tant que je veux afin de. En tant que Cédric, je veux, alors si je prends la fameuse phrase de Ford, vous connaissez Ford? Il disait, si j'avais demandé aux utilisateurs ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux qui vont plus vite. Et du coup, j'aurais pas su inventer la voiture. Pas forcément, parce que si on l'écrit sous la forme de scénario, vous allez voir que ça développe la créativité. En tant que Cédric, je veux un cheval qui va plus vite, parce que c'est comme ça que j'exprime le besoin, afin d'aller plus vite livrer mes légumes sur le marché. Ah oui, mais alors donc si c'est ça vraiment ton besoin, finalement c'est pas le cheval qui est nécessaire, c'est un moyen de transport. Ah oui, tu as raison. Vous voyez déjà, le afin de vient libérer la créativité. Parce que si je dis, en tant que Cédric, je veux un cheval qui va plus vite afin de gagner la course à l'hippodrome de Marc la semaine prochaine, ah oui, là il te faut un cheval, puis il te faut un jockey, puis il faut... Voilà, on est complètement dans une dynamique différente. Le scénario est porteur d'une créativité, va permettre à l'équipe de challenger le besoin de l'utilisateur. Quand l'utilisateur va rédiger son scénario, l'équipe va pouvoir lui dire, oui attends, c'est pas vraiment un cheval que tu veux, est-ce que je peux pas te proposer autre chose? J'ai une autre idée. Je peux te faire un truc qui va remplacer le cheval, parce que l'intérêt de la voiture, c'est qu'on peut l'abandonner là sur le bord de la route, il n'y a pas besoin de la nourrir. Si pendant 3 jours, j'en ai pas besoin, elle reste là, le cheval, il faut le nourrir, il faut le bouchonner, etc. Donc on voit que dans le processus agile, dans la démarche agile, tout un ensemble d'outils qui favorisent cette créativité. Agilité et créativité sont très liés. Alors il y a également un autre sujet qui m'intéresse beaucoup. Pardon. Ce sont les estimations. Alors je sais qu'il y a une conférence qui vient nous dire qu'on n'a plus besoin d'estimation. Moi je suis d'accord sur le principe on n'a pas besoin d'estimation pour organiser le projet. Par contre, ce que j'adore dans le principe de l'estimation, notamment du poker planning, c'est de confronter la valeur business avec la valeur de dev. Parce que quand on travaille sur un cahier des charges, le rédacteur du cahier des charges n'a aucune idée de savoir si le travail qu'il est en train de faire est compliqué à développer ou pas compliqué à développer. Et quelque chose qui a peut-être énormément de valeur business coûte peut-être rien à développer. Par contre, un petit truc qui prend pour lui, bon, ça, ce serait bien si je l'avais, une fois qu'il va l'écrire dans son cahier des charges, les développeurs vont s'arracher la tête dessus en disant « Oh là là, ça va être très compliqué », et en fait, ça n'a aucune valeur pour le projet. Or, l'idée de la planification, c'est de venir confronter cette valeur business avec la valeur d'usage, parce que avec la valeur de développement. Quand les développeurs vont mettre des points, vont mettre de la valeur sur le développement, ils donnent une indication au chef de produit, au product owner, pour lui dire « oui, non, mais attends, ce que tu me fais là, c'est beaucoup trop cher par rapport à la valeur que je vais en tirer.
Ah non, mais si vraiment ça coûte ce prix-là, tu peux pas me faire autre chose. Si vraiment ça coûte ce prix-là, j'en ai pas besoin. J'ai besoin d'un autre outil ou j'en ai pas besoin du tout. Donc encore une fois, cette confrontation va pouvoir développer la créativité, parce que si je dis aux développeurs, et moi je vais vous donner un exemple qui nous est arrivé il n'y a pas très longtemps, si je dis aux développeurs, donne-moi une autre solution, parce que ce que tu me proposes c'est trop cher, je crée une contrainte, et cette contrainte lui permet d'être plus créatif. Et on a eu l'exemple il n'y a pas très longtemps, on travaillait sur un ERP pour une société qui a des consultants, des commerciaux dans toute la France. Et le directeur commercial dit, mais moi j'aimerais bien avoir une page sur laquelle je puisse faire du data mining sur toutes les données qu'il y a dans ma base. Par contre, je ne sais pas ce que je cherche. Alors on voit la gueule des développeurs, qui disent, 6 mois de projet, ils commencent à se dire, ils commencent à avoir des gouttes et tout. Et puis il y en a un qui dit, mais attends, qui va l'utiliser ton outil là? Bah moi. Seulement toi? Ouais. On te fait un export des données dans un petit fichier Excel, avec une petite routine Excel pour pouvoir les rafraîchir quand on en a besoin. Ça te va? Bah ouais, génial. En plus, je suis un cadre sous Excel, je vais faire du tableau croisé dynamique, nickel. Voilà, à partir du moment, s'il avait écrit un cahier des charges, il aurait décrit toutes les fonctions qu'il voulait. Et on serait parti dans le cahier des charges. Là, on a fait un scénario. Puis les développeurs ont dit, non, mais attends, il y a un truc. Les développeurs d'eux-mêmes se sont dit, il ne va jamais acheter 3 mois de développement pour sa petite fonction toute bête. Ça n'a pas cette valeur-là. Est-ce qu'on peut pas lui apporter une autre valeur? Et ils l'ont challengé. Et ils ont dit, mais attends, et si on voit plus loin? Et puis ils ont trouvé une idée, ça a pris 2 jours. Le gars, il n'en revenait pas, il pensait que ça coûtait beaucoup plus cher que ça, et finalement, en 2 jours de développement, c'était fini. C'est ça l'idée de l'ouverture que va nous apporter les estimations et les scénarios. Alors en conclusion, je dirais que, est-ce que les outils de l'agilité nous permettent d'être créatifs? Ben oui, je le pense. Je pense que c'est ça tout l'intérêt finalement de tout ce cadre agile, c'est que ça devient un catalyseur de la créativité. Ça va vraiment pouvoir nous engager dans l'équipe, au sein des équipes, une créativité qu'on a un peu perdue. Parce que l'entreprise n'est pas toujours un facteur ou un catalyseur, un lieu de créativité. Et finalement, on s'aperçoit que l'ensemble des outils qu'on met en place dans l'agilité va pouvoir développer cette créativité. Et donc, moi je pense vraiment que le cadre agile peut devenir et doit devenir un catalyseur, un accélérateur de créativité pour essayer de développer au maximum la capacité des équipes à faire les choses. Parce que finalement, c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on attend de la part de nos équipes. C'est une capacité à se dépasser, une capacité à apporter des solutions de plus en plus innovantes, de plus en plus novatrices à nos clients, qui dépassent le cadre du client. Et pour terminer, je voudrais reprendre un petit exemple qui, pour moi, est vraiment symptomatique de cette créativité. Quand Apple a présenté le premier iPhone, il y a un truc qui m'a bluffé. C'est pas le design, c'était sympa, c'était pas mal. C'est pas l'écran tactile. Il y en a qui avaient essayé avant, même si le leur était de qualité supérieure. C'était pas le logiciel, c'était le répondeur. Le fait de pouvoir... Moi, je déteste les répondeurs. Moi, c'est le 20e... J'ai vu que les gens m'avaient appelé, je les ai rappelés entre deux, on s'est vus. Sauf qu'il y a le 20e message, là, il faut que je l'écoute. Et donc, j'appelle Orange, et puis je passe les messages les uns derrière les autres. Puis Apple a dit, mais non, attendez, c'est pas ça un répondeur. Ça, c'est le répondeur de ma grand-mère à cassette. Ni Sony Ericsson, ni Nokia, ni Orange, ni personne, les pros du téléphone, n'avaient challengé le répondeur à cassette de ma grand-mère. Le répondeur de nos portables n'avait absolument pas évolué. Pourtant, le 3210 de Nokia, le fameux téléphone bleu, là, top, il permettait ça. Il y avait un écran suffisamment grand pour voir une liste de messages comme une liste de textos et d'aller directement, même s'il n'avait pas la mémoire pour l'avoir. L'iPhone, l'intérêt, c'est qu'il reçoit le fichier, mais ça pourrait aller le lire directement sur la base de l'opérateur. Et donc, mais avoir un écran qui pilote ça, c'était un petit logiciel à développer, c'était une fonction à développer, c'était pas grand-chose. Il a fallu que ce soit Apple qui le fasse. Il a fallu que ce soit Apple qui challenge ce besoin. C'est ça la créativité. La créativité, c'est pas plus de moyens, plus de ressources, c'est regarder les choses différemment, challenger tout ce qu'on fait pour aller chercher une vraie valeur dans les produits qu'on apporte à nos clients. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires.